19e arrondissement de Paris, rue Petit au numéro 116. C'était par ici. Ça fait un petit bout de temps et j'ai visité tellement de caves. Voilà, ici. Karine Hutzeboot vient de Belgique. Avant, ici, il n'y avait pas de porte. Elle est psychologue. Ici. Elle se dit également profileuse. Ici, évidemment, ça mène vers les caves. Hein. Elle revient sur les lieux d'un crime avec le frère de Cécile Bloch, la victime. La profileuse connaît parfaitement l'endroit, lui n'était jamais venu. En fait, les caves sont là derrière. Là. Les caves où Cécile a été trouvée sont derrière ces murs-là. Juste ici, derrière le mur. Là. C'est là. Cécile Bloch avait 11 ans. Elle a été violée et assassinée dans ce parking en mai 1986. En tout cas, il est remonté jusqu'au 6e étage avec un témoin, ça c'est sûr, elle me l'a dit. 18 ans après l'assassinat de Cécile, Karine a repris une enquête aujourd'hui au point mort. À la demande de la famille, elle continue de chercher un tueur qui n'a jamais été identifié. Moi, je veux savoir ce qu'elle représente pour vous, Karine. Karine, elle représente vraiment mon seul espoir. C'est mon seul et unique espoir. Parce que j'ai plus confiance en personne, que ce soit la police ou je sais même plus quoi. C'est mon unique espoir. Retourner sur les lieux du crime, rencontrer les proches de la victime, les témoins, récupérer ici ou là les éléments du dossier. C'est comme ça que Karine Hutzeboot tente de tracer le profil du tueur. Le résultat, une somme d'informations d'ordre physique et psychologique, comme un portrait impressionniste. On examine le profil de cet individu sur base de tous les éléments qu'on a. On voit qu'on a à voir avec un narcissistic personality disorder. Donc il est narcissique et il a un désordre mental. Les indications des profileurs doivent aider les enquêteurs à chercher dans la bonne direction, à réduire le nombre des suspects. Sont-ils efficaces? Et surtout, comment arrivent-ils dans ce genre d'affaires? L'assassin aurait tenté de violer la petite écolière studieuse et sans histoire, et les policiers disposent de très peu d'indices. Lundi matin à 9h, l'écolière quitte l'appartement et prend l'ascenseur comme tous les jours. Elle se rend à son cours Le de 5 mai 86, lorsqu'ils se rendent rue Petit dans le 19e arrondissement, les journalistes n'ont pas grand-chose à raconter. C'est une très bonne élève qui n'a pas l'habitude de manquer l'école. En fin de matinée, les policiers, eux, ont investi les sous-sols. Et l'enquête ne s'annonce pas trop mal. Ils effectuent des prélèvements sur les lieux et sur le cadavre et recueillent les premiers témoignages. À la crime, la brigade criminelle, une dizaine d'enquêteurs sont aussitôt affectés à l'enquête. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de rencontrer les policiers qui ont travaillé sur ce dossier. Denis Bazin est sur les lieux du crime le 5 mai 86. Il recueille les premières dépositions. Dans le voisinage, on rencontre plein de gens, y compris évidemment les parents de la petite Cécile Bloch, qui nous disent qu'ils ont vu un individu le matin, aux alentours de 8h, 9h, qui se baladait dans les ascenseurs, dans les sous-sols, et qui n'était pas de l'immeuble. Et donc, à partir de ces éléments, on décide de faire un portrait robot, et on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit du même personnage pour tous les témoignages. Et c'est le portrait robot que vous avez là? C'est le portrait robot qui est ici. La violence du crime soulève l'émotion. La presse diffuse largement le portrait robot établi grâce au témoignage des 7 personnes qui ce matin-là ont croisé le même homme. 1,80 m, environ 25 ans, les yeux marrons et surtout des problèmes de peau. C'est le premier portrait robot de l'homme au visage grêlé. Les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres tiennent une piste. Dans le 13e arrondissement de Paris, ils font le rapprochement avec une affaire similaire, un mois plus tôt, dans les sous-sols de Sétoul. Même mode opératoire. En se faisant passer pour un policier, l'homme a entraîné sa victime au 4e sous-sol. Sarah, 8 ans, est violée
Laissée pour morte par son agresseur, elle survivra à ses blessures. C'est sans doute le même tueur. Malheureusement, les témoignages des voisins ne donneront rien. La crime devra se contenter du portrait robot du tueur de Cécile. L'enquête n'avance pas. À 600 km de Paris, cet homme a toujours guetté les moindres développements de l'affaire. Jean-Pierre Bloch s'est installé dans le Lot quelques mois après la mort de sa fille. Désormais sur le site internet qu'il lui a consacré, il commente le travail des policiers et des magistrats. Et il est plutôt sévère. Il y a un juge, et à cette époque-là, des policiers, j'ose pas dire complaisants, mais je me pose la question, qui ont fait embarquer tous les clodos de la gare du Nord et de la gare de l'Est, qui mesuraient plus de 1,80 m. Ils en ont mis en garde à vue pendant quelques heures, 200 ou 300. Alors que nous, on savait très bien que c'était pas un clodo. Il y a de l'agitation qui peut laisser penser que vous faites quelque chose. C'est-à-dire que travailler, ça ne veut pas dire s'agiter. 1992, après 6 années d'enquête sans résultat, les policiers de la criminelle referment le dossier. Le meurtrier de Cécile Bloch reste introuvable. 4 ans plus tard, en 1996, la police française dispose d'une nouvelle arme, l'ADN, l'empreinte génétique. Alors, la crime décide de rouvrir le dossier. Et les résultats tombent. D'abord, confirmation, la petite Sarah, violée 1 mois avant le meurtre de Cécile, a bien été victime du même homme. Puis les enquêteurs retrouvent l'ADN de cet assassin dans 2 autres affaires de viol à Paris et en région parisienne. Dans le 14e arrondissement, tout d'abord. À l'époque, la victime, une jeune fille de 14 ans, avait aidé les enquêteurs à établir un portrait robot. Voici le 2e visage d'un même criminel. Et puis, 2e affaire, elle aussi révélée par l'ADN, celle d'une petite fille de 11 ans, enlevée toujours par le même homme. Cette fois, il roule, semble-t-il, dans une Volvo blanche, près de cette voie ferrée, dans la banlieue nord de Paris. Pour l'obliger à monter dans sa voiture, il se fait à nouveau passer pour un policier. L'homme traverse alors toute la région parisienne jusqu'à une ferme abandonnée où il tente de violer la fillette sans y parvenir. Puis il s'en va. Élodie sera recueillie par les gendarmes quelques heures plus tard. Élodie a aujourd'hui 21 ans. Elle a accepté de témoigner, visage caché. C'est un mec qui avait l'air d'être pas normal comme tout le monde en fait. Moi je n'avais pas d'a priori sur lui. Quand je l'ai vu au départ, je croyais vraiment qu'il venait de la police. J'ai eu beaucoup de chance d'être calme et aussi en fait de lui avoir parlé. Je pense que de lui avoir posé des questions, tout ça, je pense que ça m'a sauvé la vie en fait. Un meurtre, 3 viols. Dans toutes ces affaires, les policiers recherchent le même homme. La crime compare alors l'ADN du tueur avec des dizaines de suspects, interroge des propriétaires de Volvo blanche sans succès. C'est à ce moment-là que les profileurs entrent en scène.